Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 12 février 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Allô Marc? Bonjour! Comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Ben oui, on a eu une belle semaine nous autres. Grosse semaine. Avec le podcast avec M. Pat Laprade. Hey, il nous a fait tout un honneur. Il est resté, ça a été un bon 2 heures de podcast en tout. Il est resté longtemps. Oui. Puis, moi te féliciter tout de suite parce que, Oui, justement. par respect, du respect pour M. Laprade, mais tu as donné toute une dégelée. Hein. On aurait dit n'importe quelle équipe contre le Canadien. Oui, à part peut-être Arizona. Même c'est Arizona aussi a fait ça. Mais je me rappelle, tu sais, au début du podcast, même passé, tu fais ton smat, là. Tu dis, Ouais. on recevait l'historien de la lutte, tu as dit la preuve du contraire, c'est encore lui. Mais à partir de maintenant, c'est moi. Ouais, mais oublie pas que Bow je t'ai down quand to même. the king. Je t'ai battu 3 fois quand même, hein? Tu vas faire le lien comme quoi tu Ben, t'es le seul qui m'a battu en passant. Hein. je suis ta bête noire, je pense. Ben là, bête noire, tu m'as battu 3 fois en 50 fois, c'est pas si pire que ça. Là. Ben, c'est mieux que 0 en, Oui, c'est sûr en que 1000. oui, mais évidemment, t'es bon en calcul, toi, hein? Mais je suis pas peur, Rien ouais. de caché. Non. Aujourd'hui, Marc, on est là pour parler d'un review rétro, encore une fois, notre 32e... 32e podcast? Non, review rétro qu'on fait. Ah, ok. Je C'est sais, vrai. parce que c'est moi qui ai mis sur Facebook cette semaine nos notes depuis le début du podcast. Oui, j'aime ça faire ça. T'es le palude de la lutte. Oui, exactement. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, allez voir ça sur la page Facebook. Là. Tous nos reviews qu'on a fait, on a noté les shows. Puis, j'ai mis des notes sur Facebook. C'est un pin de post qu'il appelle. On est quand même proche des notes, hein. On n'est pas si loin que ça. Ouais, Il n'y a pas une grosse Il n'y a pas grand différence. show qu'on est genre vraiment loin. Là. Mais t'es plus généreux que moi en général. Ouais, mais c'est pas moi qui a la même façon de noter les shows non plus. Là. C'est ça, exact. Tu sais, toi, des choses de pas bon, ça va être genre 3 sur 10. On va peut-être genre 5,5. Tu sais. Ouais, j'ai hâte de voir ce show-là, par exemple, parce que ça sera pas la meilleure note que je vais donner qu'on a depuis le début du podcast. Là. Ma meilleure note, c'était 9, toi, c'était 10, je pense. Là. Ouais, j'ai donné 10 3 fois. Moi. Ouais, exact. Mais c'est comme je t'avais dit, c'est le podcast que j'ai pas le podcast, mais le show que j'ai le plus aimé regarder. À date. Ouais, c'est vrai, tu m'en avais parlé hors onde. Bizarrement, ouais. Oui. Fait que, ben, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le review, ben, vous voyez en haut de notre tête, là, In Your House 6, Rage in the Cage. Ça, c'est fin pour le monde qui écoute en audio. Hein. Là, ils checkent en haut de notre tête. Puis ils sont comme, mais il n'y a rien en haut de leur tête. Ben, je l'ai dit après pareil. Mais toi, ta tête, il n'y a rien tellement grosse à cause que tu as battu Pat Laprade. Et moi, c'est une maison en haut de ma tête. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Hein. Ouais, fait que c'est ça, avec l'édition en 96, au mois de février. Quasiment jour pour jour en plus. C'est vrai? On vote exprès. Non. En tout cas, pas moi, peut-être Marc, je sais pas. Peut-être. Ouais. Mais avant de commencer ça, évidemment, on va parler de où est-ce qu'on est disponible, mon cher Marc. Oui, on est disponible où? On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Balado Québec en audio et sur YouTube en vidéo. Aussi Puis, sur Twitch. Oui, sur Twitch, qu'on a commencé à faire des watch-along. Oui. Along, qu'on dit. C'est ça, along, ça j'ai dit. OK, parfait. Puis, oui, pour nous suivre, quand on fait des Twitch, des fois, on peut l'annoncer la journée même ou pas longtemps après. Ouais. Restez à l'affût sur Facebook, Instagram et Twitter. Exactement, mon cher. Sans plus tarder, on est-tu prête? On est prête. Aujourd'hui, il n'y a pas de quiz, on va le mentionner. Non. Pas de quiz, un petit break pour TJ. Là, quand même eu un gros challenge devant lui. Mes neurones se reposent un petit peu. On sait que c'est pas un fighting champion comme moi je l'étais. Fait que on va y aller qu'un an de 2 collections. Puis à ne pas manquer aussi, un petit vidéo concocté à la fin du podcast sur YouTube
pour un best-of du show en photo. Le pay-per-view en images. Oui, exactement. Et le pay-per-view en question, c'est Inner House 6, Rage in a Cage, qui était évidemment le 6e pay-per-view de ce nom. Ouais. Il y a eu lieu le 18 février, juste 6 jours de différence avec la date d'aujourd'hui. 96 en direct du Louisville's Garden à Louisville, au Kentucky. Home of Jim Cornette, évidemment. Ouais. Kentucky, là, tu parles pas du restaurant, évidemment. Hein? Non, pas le poulet frit, là. Ouais, tu me connais, hein? Ouais. Parlant de poulet frit, un gars qui l'a mangé beaucoup, c'est un gars dans le Free for All, le combat avant le pay-per-view. Avec Tatanka, avec Ted DiBiase dans son coin, affronté Jake the Stick Roberts. Et c'est fini avec une victoire de Jake Roberts en 5 minutes 36 avec un DDT. On sait bien, hein? Tout le temps pas gagné même. Ben, Tatanka en 96 avec Ted DiBiase, c'était dégueulasse, arrête. Ah non, c'est une des meilleures factions ever. Dégueulasse. T'es même pas me sortir une bio de cette faction-là un jour parce que je suis un autre show. OK. Bref, puis aussi, il y a eu 3 dark matchs après le pay-per-view en ondes. Mm-hmm. Et dans l'ordre, Ahmed Johnson a battu Isaac Kencom DDS. Ensuite de ça, les Godwins ont battu les Body Donners, évidemment accompagnés de Sonny. Et dans un combat pour le titre intercontinental, l'Undertaker a battu Goldust, mais par count-out. Ah, donc le titre n'est pas. Non, ne change pas de main. Change pas de main, exactement. Et on commence le pay-per-view en force. Oui. Avec un avertissement de Sonny. Ah non, pas de suite. C'était pas de suite. Ok, je pensais que tu voulais commencer. Ah ben oui, c'est vrai. Désolé. L'intro avec Sonny qui est là, sur une plage, je sais pas où, à Kayakoko, je sais pas. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que vous voyez le poster derrière moi, ceux qui sont pas sur YouTube, il y a un poster de Sonny dans ma chambre en arrière de moi. Évidemment. C'est le même setup, la même place qui a fait l'avertissement. Tu as remarqué? Non, mais toi, oui, évidemment. Ben oui, c'est sûr. Sonny, oui, fait que dans le fond, dit que la description est aux téléspectateurs. Oui, madame, pas de problème, je vous écoute. Et après ça, on a l'intro du pay-per-view avec un petit lot de narration avec les 3 gros joueurs du main event de ce soir. Et j'ai tellement aimé l'intro que j'ai marqué. J'ai traduit l'intro. Et je vous en fais part maintenant. Oh my God. Sur Bret Hart, quelle émotion bat dans le cœur d'un champion? Un sens de pouvoir, d'euphorie ou peut-être de la peur? Sachant très bien que ce soir pourrait être la dernière fois où il entre dans l'arène en tant que champion. Sur Diesel, quelle pensée habite l'esprit d'un ancien champion? La rage, la rébellion ou peut-être la frustration de ce qui le rendait puissant et plus à lui. Sur l'Undertaker, et quelle haine réside dans l'âme d'un homme à qui on lui a volé sa chance de passer, de posséder l'or tant convoité. La revanche, dit-il, est un plat qui se sert froid. 3 hommes attachés par une passion dynamique. Ce soir, ça va prendre une cage de 15 pieds pour canaliser leurs émotions et avorter l'anarchie. Dans ta maison! Et vous venez pas d'entendre l'émission précédente de Yamaska, c'était bien l'opening de Hit Your House. Oui, exactement, que j'ai traduit moi-même, mais sans faire de joke, là, il est vraiment bon l'intro. Ouais, en anglais c'est mieux par contre. Non, évidemment. Puis ça, c'est un peu le go-home show pour WrestleMania, si on veut. Oui, c'est le go-home show. Chamber de... Ouais, exactement. Le Fastlane, si on veut. Puis, c'est un addon, il me semble qu'on fait pas WrestleMania 12 cette année. On l'a-tu annoncé? Ben non, mais... Ah, on l'a annoncé. Ben voilà, bravo champion. Fait que c'est concept notre affaire. Oui, pas juste ça, WrestleMania 12, on sait c'est quoi le main event qui gagne le match? Ouais. Fait qu'on a cette biographie qui s'en vient aussi à cette personne-là. Ouais, mais là, faut pas que tu spoiles personne. Là. Il y a peut-être que du monde qui ne savent pas ça. Ouais, les affaires de 96, personne ne le sait encore, oui. Ben, ça veut pas se dire. En tout cas, ils vont le savoir bientôt grâce à nous. C'est vrai, ça. Et les pétards pleuvent. Pour ce soir, on voit les commentateurs de la soirée. Le duo de Jerry the King Lawler avec Vince McMahon, qui était dans l'époque M. McMahon, juste le commentateur, là, pas le... Très bon annonceur. Oui, mais c'est pas qu'il est bon, mais il est divertissant. Ouais, il est divertissant. Ben, bon. Il est pas mauvais, là. C'est sûr qu'il est pas mauvais, mais il est dynamique, on va lui donner ça. Mettons quand il se passe pas grand-chose dans un match, il est capable de nous mettre quand même
Hook pour le match ou le move en tant que tel. Là. En même temps, c'est parfait. C'est lui qui book le show. Il peut apporter un effet de l'angle qu'il veut au match ou whatever. Exact. Là, tu peux le mettre. On commence en force avec le match numéro 1. Un combat de bébé braillard. T'étais pas dedans, Marc? Je réponds pas à ça. Parfait. Avec le 1-2-3 Kid avec Ted DiBiase dans son coin, affronter le bad guy Razor Ramon. Machismo. Oh yeah. Et le perdant du combat devra boire dans une bouteille de bébé et aussi porter une couche. Tout va pas, ça tirait bien une couche. Ça, c'est un peu le bémol de ce pay-per-view-là, l'espèce de cette stipulation-là. Je me souvenais d'avoir vu ça à un moment donné, mais je me souvenais pas, j'avais pas vu le match en tant que tel. Puis, ouais, c'est ça. C'est un peu niaiseux comme stipulation. Là, mais... Ben, ça a l'air avec la storyline. Hein. Ouais. Mais bon. Fait que dans le fond, il y a beaucoup d'histoires entre ces deux lutteurs-là. Mm-hmm. Évidemment, le Kid avait battu Razor Ramon le 17 mai 93 à Raw, dans un des plus gros upsets de l'histoire de la lutte. Pas juste à WWF, mais au Ever. Ouais. Ouais, fait que, dans le fond, pas longtemps après ça, Razor a tourné face pour être justement le grand frère, si on veut, de 1-2-3 Kid, pendant qu'il affrontait Ted DiBiase et IRS, deux lutteurs marginaux. Le duo de la mort. Je m'excuse, Ted. Oui, fait que, mais sauf que la RMC a duré presque 2 ans, sauf qu'au mois d'octobre 95, le Kid a commencé à montrer des signes de heel turn proches. Mais en fond, ça, dans un match entre Razor et Sid, un petit peu avant Survivor Series 95, ben, c'était l'arbitre spécial, le 1-2-3 Kid. Puis pendant que Sid était placé en position de Razor's Edge, ben, il a pris le pied de Sid pour l'empêcher de se faire manger la prise. Mm-hmm. Il s'est tourné contre Razor avec l'aide de Sid. Et après, évidemment, il a joué la Millionaire Corporation. Parce que tout le monde a un prix. Faut bien du bon monde dans cette faction un peu. Là. Puis au Rumble 96, le Kid a fait perdre Razor Ramon dans son combat de championnat intercontinental contre Goldust. Après avoir intervenu pendant le combat, pendant que Razor était le dos tourné. Il a fait un spinning heel kick à la 3e corde pour permettre à Goldust de faire le compte de 3 et gagner la ceinture intercontinentale. Mm-hmm. Et aussi 2 semaines avant ça, à WWE Superstars, le 1-2-3 Kid avait cassé un carrosse de bébé sur le dos de Razor. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est un bébé. Ouais. Mais pourquoi? C'est ça l'affaire, c'est ça. Ben, parce que, voyons, toi, t'es bien plate. Mais non, mais je dis ça parce que ça répète n'importe quoi, mais pourquoi un carrosse de bébé, tu sais? Ben, parce que l'autre, il disait que Razor, c'était un braillard, puis le storyline, c'est le Crybaby match, un affaire de bébé, t'sais. Ça fait très Disney, ça, comme storyline. Ah, en Indonésie, peut-être. Et pour finir, la veille du pay-per-view, la veille du pay-per-view, à l'OBF Superstars, pendant que Razor avait Double J en position de Razor's Edge, il a mangé un coup de guitare derrière de la tête. Fait que ça l'a comme commotionné. Fait qu'on ne sait pas ce soir, il va être à 100% Razor ou pas. Moi, je pense que oui. Il y a des bonnes chances. Ouais. Et le Kid a un ourson en Razor Ramon avec lui. Il lance en pleine face de Razor. Puis évidemment, Razor réplique avec son cure-dent. Ouais. Sa marque de commerce. Et le bad guy a son ancien ami Alexander du ring avec un gros clothesline, où il fait quasiment une drille en bas du ring. Et après un follow-away slam, Razor il va pour son Razor's Edge, mais le Kid est trop. C'est ce qui s'en vient. Fait qu'il sort du ring pour se gagner un peu de temps. Et DiBiase qui donne un peu de poudre de bébé dans la face de Razor pour donner l'avantage à son poulain de sa sa corporation. Et qu'est-ce que le témoin t'as pas vu malheureusement, mais c'était direct dans le chemin puis genre un gros c'est ça. Dans les airs, là. Ben c'est ça là, c'est une affaire que de ce match-là, c'est que il fallait qu'il joue kayfabe, pas kayfabe, mais il fallait qu'il joue le jeu, si on veut, mais c'était quand même assez évident. Puis il y avait beaucoup d'interventions dans ce match-là aussi. Ouais. Fait que ça, c'est suivi d'un missile dropkick de la 3 pour un compte de 2 pour le Kid. Avantage pour lui. Et après ça, il va un très beau Big Star à la 3e corde pour un autre compte de 2. Ça, il était écœurant pour vrai. Là. Ouais, ces deux gars, là, ensemble, ils ont vraiment une chimie de feu. Là. Ben, des chums de la clique. Ouais, exactement. Puis, ils se sont jamais affrontés pour une ceinture majeure, hein, pour la ceinture... Je pense que 1-2-3 Kid n'a jamais eu de title shot non plus. Hein? Je pense pas. Peut-être une fois, peut-être à Raw, Nowhere. Là. Mais ça m'a un upset avec 1-2-3 Kid en World Champions. Mais probablement qu'il y avait trop de... C'était pas World Champion. Ben, pourquoi pas?
Ben là, comment? Rey Mysterio a bien été World Champion. Ouais, mais ça a pris combien de temps avant d'être World Champion, Rey Mysterio? Non, je sais, mais... Kid, il faisait 3 ans qu'il était là, il sera pas World Champion Non, je sais, mais moi, je mets ça dans la même catégorie quand même. Là. Peut-être IC Title, peut-être. OK, moi, C'est bon. Un peu de confusion entre les deux. On voit un spot, un sleeper hold, je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Un moment donné, tu vois, Kid, ça va faire... dans le fond, c'est le duck, la line, puis pogne-moi en sleeper. Sauf que Kid a un peu de misère, fait que Razor, il est en tabarnak, fait qu'il donne une coupe de coups dans le ventre. Puis tu vois vraiment qu'il colle le spot, là. Là, il lance d'un cop, ils font le spot comme prévu, puis ensuite tu vois Razor qui fait genre de même la caméra. Genre. Bon, il l'a eu enfin finalement. Ah, ça, non. T'as pas remarqué, non? Non, probablement que je mangeais à ce moment-là. Ça se peut, la tête baissée, sa pizza, c'est ça? Ouais, exact. Et Razor se sort d'un long sleeper, justement, en écrasant le monsieur Watujuka avec des bijoux de famille. Premier, ça accorde. Pas le spot que c'est tout le temps, c'est ça? Ça, c'est le spot que tu faisais tout le temps, ouais. Je me rappelle pas pendant tout. On va retrouver des archives. Peut-être pour ça, les. Coup de pied circulaire du Kid pour un compte de 2. Et Ramon le ramène sa deuxième corde pour lui faire un superbe follow-away slam de la 2. Et le Kid a revolé vraiment dans les airs comme un car crash. Oui. Puis Razor Call pour le Razor's Edge. C'est terminé. Le bord du rasoir. Et DiBiase qui sent le danger distrait Razor et l'arbitre pendant que le Kid va. Il y a d'autres tournées. Le Kid va chercher la poudre. Sauf que malheureusement pour lui, il regarde pas Razor. Fait que Razor, quand il arrive, il kick la main. Fait que le poudre retourne dans la face. Fait qu'évidemment, après ça, ça rouvre la porte. Razor fait un Razor's Edge pour le compte de 1, de 2. Et non! Je vous explique, il n'a pas dégagé le Kid. C'est Razor qui en a assez. Qui a relevé la tête du 1-2-3 Kid pour lui donner une leçon. Chico. Ouais. Évidemment, un autre Razor Edge s'en suit. Et là, c'est la victoire de Razor pour le compte de 3. Et victoire pour le bad guy, le méchant garçon. Un match excellent. Oui, belle victoire pour Résoir Raymond. Sauf que j'ai pas aimé la fin. Moi, j'ai pas aimé le deuxième Razor's Edge, là, même s'il y avait une grosse rivalité. C'est pas le genre de truc que j'aime. Tu sais, oui, Razor il est plus imposant que 1-2-3 Kid, mais c'est plus un genre de spot comme un gars comme Brock ferait ou un gars comme The Giant ferait. Ouais. Mais je trouve que Razor, ça avait pas sa place. Puis la poudre, ben, c'était. Même si je m'en doutais, c'était prévisible quand même comme spot. Là. Même à l'époque, je suis quand même sûr que c'était prévisible. Moi, j'ai pas aimé la stipulation autour. Le match c'était quasiment un 3.5 sur 5. C'était un excellent match. Là. Mais la stipulation puis le deuxième Razor's Edge, j'ai pas aimé ça. Fait que, surtout qu'il y a l'avantage après le match aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça a fait un peu baisser dans ma note finale à la fin. D'accord. C'est un bon argument. Ouais. Comme l'a vu la stipulation du combat, ben Razor fait pas au bébé la bouteille. Il a même mis une couche. L'affaire que Vince au commentaire dit: penses qu'il est habitué, Jerry? Il l'a bien fait. Pour en avoir changé une coupe, il l'a bien fait. Oui. Et même DiBiase l'a goûté quand il voulait embarquer dans le ring pour l'empêcher de continuer. Il a mangé de la poudre d'en face avec. C'est le thème de la soirée. Ouais. La poudre, il était habitué, Razor en plus. Ouais. Hey. Ah. À son réveil, le 1-2-3 Kid découvre son sort. Il se met à pleurer. Puis se débarrasse de la couche. Puis moi, j'ai adoré le sel entre lui et DiBiase. L'autre Kid se réveille un peu loopy, il est un peu knocked out, fait qu'il sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu vois DiBiase qui le regarde, il fait. Puis là, il fait. Hein? Puis là, il se dépêche. Il fait ça comme ça. Ouais. Il se fait pleurer, c'est écœurant. Puis évidemment, Kid il arrive, il va sortir du ring, puis la caméra est direct dans sa face, puis il attend, il fait Come away! Mais tu sais, à leur défense, c'est de la hit facile, là. 1-2-3 Kid, bébé, puis. Bon, ouais. C'est ça. Ça va avec, là. La hit facile, ouais. Fait que, un peu comme tu as dit, un bon match pour commencer le show. Mm-hmm. Deux membres de la clique, évidemment, ça sera tout le temps de quoi de bon parce que, tu sais, ils veulent pas s'outshiner. Oui, ils veulent faire un bon match puis être meilleur que l'autre, mais ils vont coopérer ensemble plus que le 3/4 du roster. Là. Exact. Puis c'est bien rare que ça fasse un mauvais match. Là. C'était le premier et dernier Crybaby match de l'histoire, imaginez-vous donc. Le quoi? Le premier quoi? Crybaby? Le premier et le dernier. Ah, ça, je suis étonné, par exemple. Ouais, c'est pas quelque chose qu'ils ont fait par après, en tout cas, à ce que je sache. Là. Mais bon. Et dans un fun fact, les 3 personnes du dernier combat vont être à WWE même pas 6 mois plus tard. Ouais, c'est vrai parce que. C'est fou, hein? Ils vont même être ensemble. Ouais. J'ai cru remarquer ça.
Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai cru remarquer ça. Ah, je dis rien, moi, c'est des surprises. D'accord. Et on passe de Ramon à Raymond, qui est avec évidemment la très jolie Sonny au Superstar Line. En 96, j'ai le droit de dire qu'elle était jolie. Okay, là? Ouais, mais le problème, c'est que même encore aujourd'hui, Ben oui, elle est jolie. parce que là, j'ai reçu un appel, moi, cette semaine, comme quoi tu avais payé sa caution. Là. Elle est sortie, là. Ok, tu peux continuer. Je dirais pas mes finances au podcast, mais D'accord. c'est possible, c'est possible. Évidemment, Vince leur demande ce qu'ils vont demander à Razor et au Kid. Et Sonny dit qu'elle va demander, évidemment, à Razor Ramon, qu'est-ce que tu fais à soir, Chico? Hey, je ne sera pas content. Non. Et Raymond va demander au Kid si la poudre de bébé a réglé son problème de érythème fessier. Il n'y a pas de laugh track, non? Non, c'est. Ben, c'était une joke que Raymond a faite, puis il a trouvé ça vraiment drôle, lui, puis Vince McMahon. Ouais, mais Raymond, c'est correct. Là. Ah ouais, Raymond! Vu que c'est Raymond puis c'est un gentleman, on va lui donner un petit. Monsieur le maire. Oui, de Rodden. Oui, Vince envoie du footage du free-for-all qui montre justement Sonny qui avait peur du serpent gymnastique Roberts. C'est bien rare qu'elle a peur de quoi de long. Match numéro 2. Hunter Stemsley Wow. avec Madame Elizabeth Hilden va affronter Duke the Dumpster Drossé. Puis oui, je sais, j'ai fait des recherches sur la demoiselle qui était avec Triple H. Ben oui, évidemment. Mais je vous dis pas ce que j'ai trouvé, parce que c'est pas ça. Ça se dit pas? Ben, ça se dit, là. Elle faisait beaucoup de vidéos érotiques. Ok, une prostituée, dans le fond. Ben non, là. Pas charrier. Hein? Disons que ça serait encore à ce âge-là aujourd'hui, elle aurait sûrement un OnlyFans. C'est tout ce que je vais dire. Peut-être pas, hein? En tout cas. Ouais, c'est ça. On passe à autre chose. Next, puis dans la vidéo, après le review, on pouvait la voir, c'est qui la demoiselle. Là. Et évidemment, Duke Josie, oui, le lutteur, le vidangeur, avec un match de review en single, quelque chose que, moi, il avait besoin d'un spot de plus à la carte, je sais pas. Puis les mauvaises langues diraient que la vidange, c'est plutôt celui qui l'affronte. Hey, tu vas le bien punch, là. Pour vrai? Sérieux? Ouais, un combat vidange contre vidangeur. Ah, ok. Elle est bonne. Et les deux ont une rivalité en plus. Au Free for All, le mois d'avant, au Royal Rumble 96, il y avait un match entre les deux. Et la stipulation du combat était que le gagnant serait 30e dans le Rumble et le perdant serait premier. Un match que Triple H a gagné après avoir utilisé des. Attends une minute, là. Après avoir utilisé des Brass Knuckles. Mais malheureusement pour Hunter Hearst Helmsley, le président de l'époque, Gorilla Monsoon, était revenu au ring pour renverser la décision parce qu'évidemment, il a triché avec son point américain. C'est Drew aussi qui est arrivé 30e dans le Rumble puis Triple H en premier. En même temps, t'es blâmes-tu? Oui. Ben là, Triple H premier, au moins, il va être là longtemps. Mais il a même duré une demi-heure dans ce Rumble. Ouais, puis ceux qui n'ont pas vu les matchs de Hunter Hearst Helmsley à cette époque-là, beaucoup plus rapide et athlétique. Ouais. Fait qu'évidemment, après cette soirée-là, ils ont continué un peu leur rivalité. Et 3 semaines avant ce soir, à Superstars, Helmsley venait attaquer Drossy avec une grosse poubelle pour ensuite lui faire un pedigree sur le couvercle de la poubelle. Puis pour acheter insulte à l'injure, il a même coupé les cheveux de Duke. Ah bon. Alors ce soir, un combat vidange contre vidangeur, c'était là dans mon texte. Ouais, parce que toi, tu l'aimes pas, Triple H. Avant moi. Ben, moi, je peux pas savoir qu'est-ce que tu marques sur tes notes, là. Ben non, mais... Parce que je sais que tu l'aimes pas puis que t'allais le blaster, là. C'est juste ça, là. Moi, je prends les shots pour Hunter avant, j'absorbe. Il est déjà assez mal de même, c'est un site, là. Laissez-le tranquille. Absorber, toi. Parfait. Interview time avec Todd Pettingill, avec Duke de Lusher Drossy. Et Duke déclare que Hunter a nulle part à courir et nowhere to hide. Puis c'est l'heure de la revanche. Il va se débarrasser de Triple H comme les vidanges d'hier. Moi, c'est jeudi, les vidanges. En 96, c'était peut-être le samedi, mais c'est pas. Ouais, je m'en souviens pas. Change peut-être. Et Josie est en crise, évidemment, contre Triple H. Il domine le combat pour commencer avec des clotheslines et un beau press slam aussi. Et pendant que Lawler parle à Mademoiselle Hilden, Helmsley essaie son pedigree, mais s'est renversé en atomic drop par le dumpster. Et le vent tourne quand Helmsley réussit à backdropper le vidangeur en bas du ring. Ouais.
Et Lawler dit à Vince que Mademoiselle Eden aimerait ça en jouer dans ses cheveux à Vince. Il demande aussi où est-ce qu'ils ont mis. Ouais, puis Vince, j'ai bien la réaction de Vince là, parce qu'aussitôt qu'il dit ça, il fait genre vraiment monotone. Là. That's not very nice. Jerry Lawler, il serait cancel pas à peu près aujourd'hui. Ben là, c'était correct, cette joke-là. Non, je sais, mais il était en général? Borderline misogyne là, ou un peu macho. Ouais, c'est ça. Après ça, Gino de Hemsley qui sort du coin pour 2. Harley Race Heine encore pour un autre 2. Et Josie tient le coup et après une corde à linge en même temps, on a un double down pour les 2 lutteurs dans le combat. Ouais. Un autre joke de Jerry Lawler, il demande à Vince, sais-tu pourquoi l'âge d'un vidangeur à moyenne est de 40 ans? Puis Vince il dit non, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils prennent tout droit sortir du secondaire. Celle-là est bonne. Pas peu, pas peu. Ouais. On salue, alors. Comeback de Duke. Et après un Power Slam, c'est l'heure de sortir des poubelles, s'exclame Josie. Et sauf que après, il a fait son Trash Compactor, c'est genre un Tilt Roll Power Slam. Ouais. Un beau finish, pour vrai. Mm-hmm. Sauf qu'après ça, malheureusement, un peu comme Razor tantôt, il fait pas le compte de. Il ne couvre pas son adversaire pour la victoire. Il voit la poubelle en bas du ring, et la pointe, il va la chercher. Puis il a lancé le couvercle de poubelle par-dessus la troisième corde, puis je sais pas si tu as remarqué, mais il est tombé directement dans la face de Triple H. Tu as remarqué, hein? Ouais, ça je l'ai vu, ouais. Et ça n'a pas dû faire du bien. En plus, déjà, le nez qu'il avait, il fallait pas le. Et je sais pas si tu as ça dans tes notes, on n'a plus jamais revu Dumpster après ça. Non, mais ça n'a pas rapport. C'était trop tôt. Ouais. En 2002, on l'aurait plus vu. Ouais, peut-être. Puis, ouais, c'est l'arbitre du combat, Mike Kyoda, Kiki, pour les intimes, a sorti la poubelle sur du ring, mais pendant que ça se passait, ben, Triple H a pris le couvercle de la poubelle, puis il a ramassé ça en face de Duke. Il a sorti l'évidence du ring, il a compté le Duke pour la victoire, le compte de 3. Pendant du combat, Hunter Hemsley. Et là, je sais pas si vous remarquez, il y a un pattern qui s'installe, là. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent un peu, qui sont similaires dans les 2 premiers matchs. On va en reparler un petit peu plus quand ça va être le temps de juger le pay-per-view. Par contre, j'ai trouvé... tu me disais? Ouais. Par contre, j'ai trouvé que le match était excellent. J'ai pas vu lutter souvent le Dumpster. Pas non plus, là. Non, mais excellent pour... Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, c'est ça. Okay, ouais. C'est un match... Tu sais, le deuxième match de la carte, habituellement, c'est jamais un gros match. Puis, ouais, excellent, c'était peut-être un peu fort comme qualificatif, là, mais un très bon match dans l'ensemble pour ce que ces deux-là pouvaient donner. Triple H était meilleur, mais le match était quand même solide. Là, c'était un match passable. Ouais, c'était pas boring. Les moves rentraient bien, il n'y avait pas de botch. Ouais, match passable avec un gagnant quand même clean, évidemment. Mais je sais qu'il y a un coup d'abouget, mais au moins il y a un compte de 3 au moins. Là. Mais je m'attendais à moins que ça. Puis c'est comme je disais, Dumpster, je l'ai pas vu lutter souvent. Je le voyais souvent. C'était quoi? C'est le show de samedi, c'est Superstar dans le temps? Oui. Je le voyais souvent Superstar, une fois de temps en temps, là, quand il y avait besoin d'un gars pas trop important pour une storyline, il était là. Bon, ouais, c'était pas un mauvais worker. Là. Il a-tu fait d'autres gimmicks, lui? Non, pas de WWF. Il a fait une coupe d'apparence par après, là, ouais. Surtout WrestleMania X7, il est dans le Battle Royale ouais, c'est vrai. gimmick. Ouais. Mais sinon, c'était son premier et dernier match en pay-per-view, en simple surtout, pour Josie. Et pour malheureusement, Triple H, lui, c'est pas son dernier, malheureusement. Et parlant de Hemsley, il va avoir un opposant ultime à WrestleMania 12 à suivre. Ce sera pas long à faire comme review. Ultime, mais bon. on fera pas le review, ne prendra pas 5 minutes. Hein. Oh non! Une vraie honte. De quoi, le finish du match? Le match, ouais. Ben, le match, en tout cas. On va aller quand on fait le review de son on va en parler. Ouais. En attendant, après une pub de téléachat de Todd Benningills qui vendent des beaux manteaux des lutteurs. J'ai essayé d'appeler, moi, ça n'a pas marché. Ouais. T'as pas vu le message en dessous qui disait que le numéro n'était pas disponible? Ah, ouais. Des fois, on sait jamais qu'est-ce que tu peux avoir quand si le numéro est encore valide, ça peut être d'autres choses. Oh. J'essayerai pas. Et ouais, ça fait qu'on voit qu'il y a 2 semaines avant, à Raw, Shawn Michaels et Diesel ont battu Yokozuna et le British Bulldog. Et après que le Bulldog a fait descendre la cuisse à Yokozuna,
puisqu'il a préparé évidemment Yoko pour un super kick de Shawn Michaels, ce qui l'a rendu quand même knock-out. Il l'a fait sortir du ring. Fait qu'évidemment, il n'est pas capable de rentrer dedans pour le count-out. Classique. Oui. Puis après le combat, James Cornette, le gérant évidemment de Yoko et du Bulldog, a complètement envoyé promener Yokozuna. Il l'engueulait, il pointait du doigt. Fait qu'à un moment donné, Yoko en a assez. Fait qu'il a poussé Cornette. Fait qu'évidemment, ça a fait que le Bulldog et Owen ont foncé sur lui. Mais ça n'a pas été assez parce qu'il a fait le fameux spot de Big Guy où il fait juste ah! Puis tout le monde s'en va. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que là, Yokozuna, il est en tabarnak. Fait qu'à soir, il y a son combat contre le Bulldog, justement. Ok, t'es rendu là? Oui. Ah non, je sais, mais je savais pas que t'étais rendu là. C'était pas clair? Ah, ok. Interview time avec Doc Hendricks et Yokozuna. Ah oui. Ouais. Tout peut arriver à la WBF, dit Doc Hendricks, et pendant presque 3 ans, Cornette avait dit à Yoko de ne pas rien dire et de le laisser parler. On va voir ce que ça donne avec Yoko, qui arrive en beau joie le vert devant la caméra. Ouais. Puis l'homme de 650 livres à l'époque a quelque chose à dire. Il dit que pendant 3 ans, il est resté dans le background pendant que Cornette prenait tout le spotlight et le crédit. Il a donné l'or, mais il prenait tout le crédit, comme je viens de dire, et l'argent, évidemment, aussi. Il a dit après ça que Owen, la seule raison pour il a été champion, c'est à cause de lui. Il n'a pas tort. Et le Bulldog, tu es à la mauvaise place au mauvais moment. Et pour l'homme de 150 livres, avec une mauvaise attitude, il va brûler le camp Cornette jusqu'au sol. Banzai! Banzai! Et match numéro 3. Oui. Le British Bulldog, Davey Boy Smith avec Jim Cornette, contre Yokozuna, le gérant de 650 livres samoan. Puis je sais que j'aurais pas le vote populaire, là, mais moi, à l'époque, Jim Cornette, c'était un de mes managers préférés. Là. Ben non, tout ce toujours été bon, Jim Cornette comme manager. Tout ce qu'il dit, c'est peut-être pas toujours passable, mais comme manager... ouais, c'est ça. Mais comme manager à WWF dans le Golden Era, là, excellent. Il n'a jamais eu langue dans sa poche, hein? Non. Oui, fait que c'est ça. Fait que Yoko donne fait la retorte à Davey Boy, mais il réussit à le faire tomber avec 3 lines. Quand même, fait tomber Yoko. C'était quand même impressionnant. Ouais. Mm-hmm. Après ça, on a collé avec un petit coup de raquette de tennis dans le dos du ref. Il s'en va comme si rien n'était. Yoko, le Bulldog en position de Banzai Drop, mais Cornette le tire en bas pour empêcher le Bulldog de manger la manœuvre. Mais malheureusement, pour l'homme de 150 livres, il manque Davey Boy et rentre la face dans le poteau. Et les lines qui marchaient pas, qui marchaient pour Davey Boy Smith dans la rencontre, ont plus le même effet. Puis là, Yoko commence à prendre un peu de. Il fait un peu Hulk Hogan, il Hulk up. Oui, Yoko n'a aucun effet sur lui. Puis il réussit à prendre le Bulldog et le lancer dans les gars pour lui faire un Salmon Drop dans le détour. Et après ça, c'est suivi par une belle souplex bien exécutée. Oui, toujours. Et Yokozuna passe au Banzai Drop, sauf que Cornette frappe son ancien lutteur avec sa raquette de tennis dans le dos pour un DQ de marde. Pendant que Cornette est dans la chenoute, Yoko le prend par le collet. Mais voici l'homme qui s'appelle Vader qui arrive. Who's the man? Et maintenant, ils sont 2. Lui, le Bulldog, a donné des coups à Yoko. Puis évidemment, ça reste Yokozuna, mais c'est 2 contre 1 aussi. Là. Ouais, exactement. Cornette et Davey Boy Smith donnent des coups de raquette. Puis tu vois tout de suite c'est qui le worker puis qui est le manager là-dedans. Là, parce que Davey Boy, lui, donne des coups de raquette en stampant avec ses pieds. L'autre donne juste des coups de raquette tout court. Ouais, exact. Ouais. Puis on notait aussi qu'il avait menotté Yoko au corps. Évidemment, pour que ça soit encore plus dur pour de se détacher. Puis là, il y a beaucoup de trainers, referees down. Un long aftermath. Oui. Puis, évidemment, ils ont fini par sortir le camp Cornette avec Clarence Wilson aussi qui était là. Oui. Puis, je comprends que l'histoire n'est pas terminée, là, mais le Bulldog aurait bien pu perdre un match aussi contre un ancien World Champion. Là. Ouais, puis là, moi, 150 livres en plus, me semble. Mais sinon, le match était ordinaire. Là. Ouais, puis un autre pattern qui se continue. Tu as un DQ en plein milieu. Puis, mais c'est ça, en regardant le match, ça m'a fait penser à quelque chose parce que il annonçait plus tard Vader contre Yokozuna à WrestleMania 12. Oui. Match qui n'a jamais eu lieu à WrestleMania 12. Non. Si je me souviens, match qui n'a jamais eu lieu après non plus. Je pense qu'à Raw, il l'a eu une fois, je pense. Pour vrai?
me semble que oui. Il me semble qu'il y avait un match entre les deux, puis ça avait fini que Vader avait pété la jambe de Yoko. OK. Il avait amené une forklift pour sortir Yoko du ring. Là. C'était-tu dans le même temps à peu près ou? Oui, ben, vraiment pas longtemps après ça. Peut-être, je te dirais quoi, un mois après WrestleMania, même pas. OK. Puis ma Je sais pas si c'est question. arrivé à Raw à Superstar, par exemple. Ouais, un des deux. Là. Mais ma question, c'est pourquoi que le match Vader contre Yokozuna n'est jamais arrivé? Parce que là, j'avais un blanc, puis. D'après toi. Attends, je suis allé voir la carte de WrestleMania 12 après parce que j'étais pas sûr. Je fais, il me semble que j'ai jamais vu ça à WrestleMania. Mm-hmm. Puis, pour vrai, moi, j'étais hype. Là, c'est deux gars que j'aime, Vader, puis deux big men que j'aime. Je fais, il me semble, j'ai jamais vu ça. Fait que pourquoi? Ben, tu sais, évidemment, ben, en même temps, ils ont fait ça, on va dire tout de suite, là. Ils ont Ouais. fini par faire un combat 3 contre 3. Ouais. Avec Camp Cornette, avec évidemment Vader, Owen puis le Bulldog, contre Ahmed Johnson, Roberts et Yokozuna, évidemment. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que, bien évidemment, il n'y avait pas de spot de sa carte pour les deux autres, les quatre autres. Puis, tu sais, Yoko puis Vader, tu sais, c'est pas la meilleure stamina non plus, là. Ouais, mais j'aurais Surtout payé Yoko, pour ça, là, moi. peut-être pas qu'il y a eu un match de WrestleMania single, fait qu'ils ont dit, bah, tant qu'à faire, on va faire un 3 contre 3, on met tout le monde sur la carte, puis Yoko va avoir moins de choses à faire, parce que, tu sais, il était quand même proche de 700 livres dans ce temps-là. Là. Ouais, là, c'est vrai qu'on parle de proche de 80. Ben, c'est 96, mais. 80 mars 96. Okay. 96, ouais. J'avoue que les meilleurs moments côté stamina, ben, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de stamina. Non, là, mais c'est, ouais, il s'approchait de la. Il est mort en quelle année, Yoko? Il est pas mort en 2000 ou en 99 ou en 2000? Ok, ouais, c'est ça. 2001 ouais. peut-être? Quelque chose du genre, ouais. Le pire, c'est que je l'ai vu cette semaine, mais j'ai pas porté attention. Ouais, ça doit être pour ça. Mais moi, peut-être pas dans ces années-là, mais peut-être un 4 ans avant, Yoko contre Vader one-on-one, je l'aurais pris, moi. Ben oui, c'est sûr. Mais malheureusement, ben, on va le voir en six-man tag, là, mais sinon, ouais, le match en single, ça. Après ça, au bureau d'America Online, on a Marlena et Goldust qui sont là. Puis Goldust tient puis flatte le gars qui fait des messages sur le clavier. Puis après ça, une petite promo de Goldust qui dit que demain à Raw, lui et Razor vont danser joue à joue. Et qu'il transpire déjà. Évidemment, il a fini ça avec son fameux You'll never forget the name of Goldust. J'adore le meilleur personnage de l'histoire. Ouais, il était qu'un Goldust, pour vrai. Ouais, vraiment. Après ça, on a un vidéo package sur le prochain match avec le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui met son title shot de WrestleMania 12 en jeu contre le Rocket Owen Hart, le roi des cœurs. Maurice Richard? Oui, c'est ça. Okay. En octobre 95, Shawn se fait maganer dans un bar de Syracuse à New York. Une histoire qu'on va venir éventuellement avec sa biographie bientôt. Oui. Puis il a dû prendre un petit peu de time off. Fait que pour ça, ils ont fait une storyline au mois de novembre à Raw pendant un combat contre, évidemment, lui et Owen Hart. Un peu plus tôt dans le combat, il a mangé une cigarette en arrière de la tête. Fait qu'évidemment, ben, ça a resté comme ça. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que après le combat, plus le combat avançait, à un moment donné, il y a un spot que Owen, Shawn a fait un clothesline à Owen pour sortir du ring. Il a fait son fameux skin de 4 comme il fait tout le temps. Ouais. Puis sauf que en montant dans le ring, il a commencé à tenir la tête. Puis il est comme tombé sans connaissance dans le milieu du ring face first. Quelque chose qu'à l'époque, là, il n'y avait pas d'internet, rien, fait qu'on savait pas ce qui se passait tant que ça. Puis moi, je me rappelle, j'étais pas vieux non plus, là, j'avais peut-être quoi, 9 ans, 10 ans. Ouais. Mais j'ai cru en tabarnouche, moi, là, quand j'étais jeune. Là. Ouais, puis les commotions non plus étaient pas. Non. On n'en savait rien. Là. Ouais. Puis évidemment, ils sont arrivés avec les ambulanciers, puis ils ont mis même Shawn sur une civière, puis même la petite masse d'oxygène. Mm-hmm. Puis l'affaire qui était cool là-dedans, c'est que les commentateurs, c'était Jerry Lawler puis Vince McMahon encore une fois. Ouais. Puis ils sont sortis de leur poste d'annonceur pour aller voir plus près ce qui passait. Puis les derniers 5 minutes, là, après cette histoire-là, il n'y avait pas de commentaires, rien. Tu avais juste la foule puis tout. Tu avais les bruits de l'aréna, mais tu n'avais pas de commentaires là, pour dire « Ah, Shawn est blessé, Shawn est blessé ». Fait que ça rend le truc plus dramatique encore. Ça rend tout ça sérieux. Ouais. Fait que, puis comme je t'ai dit, j'ai vraiment cru à l'époque. Je sais pas pour toi. Là. Je me souviens pas honnêtement de... Ouais. C'est pas frais dans ma mémoire, mais ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'était super bien fait. Puis là-dessus, il y avait seulement 3 personnes au courant, d'après ce qui s'est dit par après. Là. Shawn, Vince et Kevin Nash, parce que c'était son idée à lui. Oh. Ouais, c'est lui qui a dit de faire cet angle-là, qui s'arracherait peut-être parce que le monde commençait, d'après eux autres, à stanner Shawn Michaels un peu. Là.
Fait qu'il dit, mais ça va te ressourcer un petit peu, tu vas prendre un peu de time off, puis Mick Taven, va être content de te voir, puis tout. Ouais, ça va être... C'était pas faux un bon call de Kevin Nash. Là. Ouais, un peu de pitié, là. Ouais, exactement. Fait qu'évidemment, ils ont sorti le fameux beau vidéo, là, Tell Me a Lie, là, où il y avait son vidéo dramatique. And say that you won't go. Look in my... C'est bon. Est-ce que c'était drôle, ça? Content que tu t'en souviennes. Wow! Fait qu'évidemment, il a vraiment Tell Me a Lie, il a vraiment dit un mensonge. Il a annoncé un petit peu avant le Rumble 96 qu'il ferait son arrivée dans le Rumble match et qu'il gagnerait le combat. Évidemment, quelque chose qu'il a fait en rentrant 18e, comme on l'a vu au dernier quiz avant Pat Laprade. Et ouais, fait que c'est qu'évidemment, HBK voulait sa revanche contre Owen parce qu'il l'a mis sur la touche. Ouais. Sauf que Cornette, qui est évidemment le manager d'Owen Hart, dit mais à une condition. Nous autres, on n'a rien à t'affronter, on t'a déjà mis KO une fois. Fait que nous autres, ce qui va faire qu'on veut un match contre toi, qu'on va accepter, c'est que tu mettes ton title shot à WrestleMania 12 en jeu. Quelque chose que Shawn a accepté. Fait que ce soir, on a potentiellement peut-être Owen Hart en finale de WrestleMania. Oui. Mais Shawn Michaels n'a pas dit son dernier mot, malheureusement. C'est ce soir que ça se passe. Deux choses pour ce match-là. Oui, avant de dire le match numéro 4. Avant d'y aller avec le match numéro 4 que je peux remettre à l'écran. Si exactement. Shawn Michaels contre Owen Hart, In Your House, title match de WrestleMania 12 en jeu. Oui. Les cheveux de Shawn Michaels dans ce match-là étaient, ma foi, je sais pas quel shampoing il avait utilisé, mais il était swell, puis un peu bizarre de la façon qu'il était. Mais je pense qu'il s'est lavé les cheveux puis il les a attaqués. Fait que c'est ça que ça donne dans ce temps-là. C'est ça que ça a donné. Ouais. Puis deux, ben moi, étant un fan de Owen Hart, un match Owen Hart contre Shawn Michaels, quasiment un dream match à chaque fois, jamais plate. Ouais, non, disons que les deux lutteurs avec n'importe qui, ça va faire de quoi de passable au moins. Là. Assurément, ouais. Fait qu'on a interview time avec Todd Pettengill et Shawn Michaels, évidemment. HBK dit que ce match est le plus important de sa carrière parce qu'évidemment, sans victoire ce soir, ben, son rêve son boyhood dream est terminé. Puis son rêve, évidemment. Il dit qu'avec le support de sa clique, il va passer à travers d'Owen Hart et après, on s'en va à WrestleMania. Guarantee! Okay. C'est ce qu'il a dit, là. J'ai juste dit ce qu'il a dit. C'est vrai. Et Shawn est sur le toit de la maison de l'entrée. Et il descend avec une corde Tarzan. Ça, c'était carrément, il va juste danser. Il a pas l'air à l'aise. Il a peur de tomber, puis il est juste comme. Ouais. Évidemment, toute une entrée de Shawn, quelque chose qui va topper le mois d'après. Ouais, exact. Est-ce que, attends, je t'interromps, est-ce que son entrée de WrestleMania 12 était par rapport à ce qu'il a fait à In Your House 6? Dans le sens que, hey, j'ai fait ça, c'est un bon flash, je pourrais peut-être faire de quoi d'aussi spectaculaire? D'après moi, oui. Je pourrais pas te dire, là, peut-être. Je pense que oui. Je vais faire mes recherches là-dessus, puis WrestleMania va t'en parler. Mais je pense qu'il y a une très grosse chance que ce soit un affaire de même. Là. Genre, on a fait ça, c'est encore plus hot si on ferait ça à WrestleMania, peut-être. Parce que c'est trop rapproché pour que ça soit pas ça. Là. Ouais, ben c'est peut-être une coïncidence aussi. Ouais, ça se peut. Ouais. Puis un fun fact, là, on va en venir plus tard à WrestleMania 12, mais c'est une entrée que Vince avait pratiquée. Ouais, comparativement à d'autres entrées qu'il n'a pas pratiquées. Non, il avait pratiqué celle-là. Ouais? Ouais, ça a marché. Imagine, ça aurait été le contraire. Bon, on aurait de la bonne lutte aujourd'hui. Okay. Ouais. Shawn charge le ring. Il sort au du ring pour continuer son entrée avec des pyrotechniques. Et HBK niaise Owen pour aller ensuite voir la foule pour des high-five. Ouais, ça c'était valable. Évidemment, Owen Hart en heel stupide. Il fait la même affaire que lui, s'en va en bas, puis personne ne donne des tags de main. Puis là, ouais. Puis à ce moment-là, il se retourne. Et Shawn qui fait un gros dive en se retournant sur Owen avec un beau crossbody à l'extérieur du ring, une plancha. Et ouais, après ça, Shawn en profite. Il réussit en plus Hurricane Rana. Et Owen le réplique avec une belle belly-to-belly suplex en genre projection. Et ouais, après ça, on a Hart quand a travaillé la tête et le cou de Shawn, évidemment, ce qui fait que Shawn était absent pendant plusieurs semaines à cause de Owen, justement. Mm-hmm. Et le roi des cœurs lui fait un spinning heel kick, ce que Michael vend à merveille. Et Hart remet ça en attrapant Shawn qui saute de l'apron avec un très beau power slam, un très très beau spot. Vraiment, vraiment beau. Et le Rocket
réussit à mettre HBK en sharpshooter et on peut voir le désespoir dans la face de Shawn Michaels qui voit son Boyhood Dream lui filer entre les mains. Ouais. Mais évidemment, Shawn touche la troisième corde, la corde du bas, et il réussit à à avoir le bris. Ouais. Et Owen remet ça pas longtemps après avec Nancy Gurry qui avait justement blessé Shawn. Comme on pourrait l'appeler, un Indiguri. Oui. Okay. Puis sur le coup de pied, c'est nice là, parce que le momentum de Shawn après le coup de pied, c'est genre, quand il mange le coup de pied dans le milieu du ring, puis le spot pour qu'il aille en bas du ring, fait que genre, il mange le shot, puis genre, un peu genre knocked out, puis il tombe en bas du ring, là, c'est malade. Un peu comme quand quelqu'un fait son finish, puis qu'il roule en bas du ring, fait qu'il peut pas le compter. Là. Ouais, exactement. Ouais. Puis Owen l'a monté dans le ring justement pour faire le compte, mais un compte de 2 seulement, Shawn a dégagé. In extremis même. Oh. Après ça, évidemment, le comeback de Shawn avec un hip-hop, forearm, un slam et son elbow de la 3. Tout bien exécuté, toutes les manœuvres. Et Shawn frappe même Cornette qui était monté sur l'apron pour l'empêcher de faire son spree kick. Évidemment, Shawn call Tune Up the Band. Et il fait son souci musique, mais Owen se baisse. Owen donne un coup de pied que Shawn attrape. Et c'est encore l'intégré, sauf que c'est Shawn qui se baisse. Et après ça, super kick 1, 2 et 3. Victoire de M. Michaels, toujours aspirant numéro 1 au titre à WrestleMania 12. Et Shawn Michaels qui appelait ses fans la clique. Sa clique, en fait. Oui. Drôle de pas une coïncidence, ça, c'est... Je pense que ça vient d'être là. Ouais, ça vient de là. Fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je me souvenais pas de ça qu'il appelait ses fans la clique. Fait que j'ai souri en écoutant ça. Sinon, le match, t'en as pensé quoi? Ben avant, Shawn invite une jeune demoiselle dans le ring pour célébrer avec lui. Et après, Hogan must pose. Maintenant, c'est Shawn Michaels must pose. Puis là, maintenant, son combat de championnat officiel pour Mania 12. Mais qui va-t-il affronter? Brett ou ben Diesel? À suivre très bientôt. 2 lutteurs qui avaient de l'histoire avec les deux. Hein. Oui. Et pour ce qui est du match, il est excellent. Ouais. Vraiment, un bel job des deux. Puis moi, je trouve même que c'est un gemme caché des années 90 à WWF. C'est un match que le monde. Un gemme caché. En fond, un hidden gem. Là. Ouais, je trouve que c'est un match que le monde ne parle pas beaucoup. Parce que, évidemment, c'est arrivé sur un In Your House, un show que le monde ne se rappelle pas tant que ça en général. Exact. Mais c'est vraiment un méchant bon match. La seule affaire qui hurt le match un peu, c'est qu'on sait tous que Shawn ne perdra pas. Là. Ouais, exact. Qu'Owen Hart est booké comme un clown depuis un petit bout aussi. Là. Mais sinon, c'est en dessous de la balance, ces affaires-là. Ben, le match est excellent. Puis vraiment, un très très bon match. Un match que pas beaucoup de monde parle malheureusement, mais un des très bons matchs de l'histoire, surtout en des années 90. Une bonne psychologie du ring, la rapidité. Tu vois que les deux gars, c'était des têtes de lutte. Oui. En écoutant, je me disais, le match était peut-être un petit peu trop long. Mais quand tu regardes la carte, les matchs sont pas longs en général. Puis ça fait du sens que ce match-là soit plus long parce que c'est le match le plus intéressant. Ouais. Puis en plus, le show, quand tu regardes le timeline sur le network, c'est 1h50 le show. Là. C'est ça, exact. Fait que, il faut que, c'est bien beau des petits matchs, mais il faut qu'il y ait un match qui a un peu de substance dessus parce que, c'est plate sinon. Puis tant mieux que ce soit celui-là. Oui. Fait que, évidemment, Shawn va être l'aspirant numéro 1 au titre à WrestleMania 12. Ouais. Après un commercial, justement, sur WrestleMania 12, on a un interview time avec Todd Pettengill et le commissaire intérim de la WWF, le Hot Rod, Rowdy Piper. Il a remplacé Gorilla Monsoon qui était blessé par Vader au mois de janvier. Dans un des bons moments d'histoire de Raw overall, à mon avis. Ouais. Il mentionne... il dit à Shawn d'amener son A-game pour le pay-per-view pour WrestleMania 12 parce qu'évidemment, lui en plus, si Brett il le connaît, il a déjà lutté contre WrestleMania, il sait qu'est-ce qu'il apporte sur la table. C'est vrai. Pour WrestleMania. Et non pas à travers. Non, ça c'est nous autres sur YouTube. Ouais. Et il mentionne aussi une phrase importante qui dit qu'il n'arrêtera pas tant qu'il y a un gagnant. Tant qu'il n'y a pas un gagnant, plutôt. Tant qu'il n'y a pas gagnant. Oui, parlant du Iron Man match, évidemment, qu'on va à WrestleMania 12. Après ça, il y a Piper qui accuse Yokozuna de stupidité et Vader d'être un consanguin. Et les book dans un match 1 contre 1 pour le pay-per-view. Un match qu'on a parlé un peu tantôt, là, qui n'a pas lieu malheureusement. Puis, fait qu'après ça, on a Jim Cornette et son avocat Clarence Mason qui viennent sur le podium. Évidemment, pour se plaindre que Piper se pense bien drôle et que dans le fond, c'est un pissou.
C'est vrai, ça. Piper lui dit qu'à Mania, si Vader ne gagne pas, Cornette va se retrouver joue à joue avec Yokozuna, peut-être. Puis quand il se retourne de bord, Piper il pogne une fesse. Puis il dit que peut-être que même s'il perd, il y aura peut-être non seulement il va falloir qu'il passe du temps avec Yokozuna, il va peut-être avoir plus de job après. Des menaces. Puis, à Mania, on va avoir un fight, dit-il, avant de quitter les lieux. Fait que, on sait la raison pourquoi il est là. C'est un filler entre le temps qu'il fasse la cage. Puis, en même temps, c'est correct. Là. Juste une chose à dire, fuck Hot Rod. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de Roddy Piper? Là, il a parlé contre Yokozuna, puis il a parlé contre Vader, puis non, ça marche pas. Ah, ok. Son personnage, oui, il a dit quoi, son personnage a dit quoi de spécial. Fait que, c'est ça, fuck off. Ouais, c'est ça. Et dans le main event du Rumble 96, parce qu'on est presque rendu au main event, oui, c'est vrai. Taker était à une seconde de battre Brett pour la ceinture quand Diesel est intervenu. Puis évidemment, écouter le match à Taker et la ceinture. À l'édition du Raw du 5 février, dans un rematch, même résultat. Dans le fond, Diesel est venu empêcher Taker de gagner. Puis après ça, il a même frappé Brett et ensuite Taker avec une chaise. Puis il avait fait 2 powerbombs à Taker qui s'est relevé après évidemment. Mm-hmm. Puis la cage est là ce soir justement pour empêcher l'interférence de Taker au cas où qui arriverait de quoi. Puis surtout avoir un gagnant décisif pour ce combat-là. Fait qu'on est maintenant rendu au match numéro 5, mon cher Marc. Un combat de cage. Une cage. Une cage. Un championnat de WBF entre le champion défendant Bret Hitman Hart contre l'ancien champion déchu Big Daddy Cool Diesel. Dans la belle grosse cage bleue. Hey, c'est-tu beau la cage bleue pour vrai? Puis, pour de vrai. Ça fait tellement de souvenirs pour vrai, la cage bleue. Là. Pour de vrai, j'ai observé ce combat-là. Là. Puis, je me suis dit, ça va être un match. Parce que la façon que j'écoutais le. Oh, t'es disparu. Ouais, je suis encore là. La façon que j'écoutais le show, puis je voyais les résultats, puis j'étais comme, ok, c'est un go-home show pour WrestleMania, puis je m'attends à rien de ce match-là, puis mais j'ai vraiment été surpris, puis là tu vas le décrire, puis je vais te le dire pareil. Ouais. Tu vois au début du combat, Diesel qui est debout, puis qui est capable de pogner le top de la cage. Oui. Une image que j'ai mis dans le recap de la fin. Là. Fait que juste ça, ouais. je vais te laisser continuer, puis à la fin, je vais donner mon impression. Fait que ça, comme tu as dit, Diesel qui touche au top de la cage. Là, fait que facilement, il va juste sauter dans les airs, une petite enjambée, puis il sort de la cage. Mais sinon, pour ce qui est du combat, Bret travaille le genou de Big Daddy Cool, mais ce dernier ne semble pas intéressé à vendre sa jambe tant que ça. On dirait que, en même temps, Kevin Nash, il sait pas mal qu'il s'en va dans pas long. Là. Je sais pas si Razor avait son deal de WCW déjà dans ce temps-là ou bien c'était par après. Il me semble que c'est un petit peu par après. Je pense qu'il y avait des pourparlers, mais qu'il n'y avait pas de deal encore. Peut-être que les autres pas champions étaient moins motivés aussi, ça se peut. Là. Ça se peut. Puis le Hitman prend ses bumpes habituelles, chest premier sur le coin du ring. Là. Wow, ça paraît plus parce qu'il y a une cage de métal l'autre bord, fait que ça fait un méchant gros bruit. Là. Ça, là. Le pire, c'est que même quand il n'y a pas de cage, il va faire un gros bruit pareil, mais ça rajoute un effet plus avec la cage bleue, évidemment. Pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, allez voir Bret rentrer face première dans le ring, là, c'est de la pure magie. Puis c'est pas toi qui me disais qu'il s'est jamais fait mal? Non, il a trouvé juste le spot parfait dans le coin pour pas se faire mal. Puis il le faisait à tous les matchs. Oui, c'est pas mal le spot qui commençait sa hit contre lui, mettons. Là. Ouais, exact. Fait qu'il essaie de réécrire les tentatives de sortie qu'il y avait dans son match contre Owen à SummerSlam 94, un show qu'on a reviewé aussi évidemment sur toutes les plateformes. Mm-hmm. Puis, sauf que la différence, c'est que Diesel est moins rapide que de Owen Hart, fait que c'est moins breathtaking comme tentative de sortie. Là. Ouais. Sauf qu'après ça, Bret essaie le sharpshooter, ce qui cause pas grand-chose. Vu que c'est un combat de catch avec pas de soumission. Là. Mm-hmm. Ça perd un peu de son lustre. Puis Diesel s'en sort. Puis il reçoit même des chants de la foule. Let's go Diesel. Puis après ça, on a le champion avec un balayage à la russe. Suivi d'un elbow drop de la 3. Son elbow drop normal qu'il fait. Là, classique. Pas l'elbow drop à la match mais genre comme ça. Comme ça, ouais. Exact. Oui. Puis c'est très beau à la même corde. Puis après ça, on a eu Mark. Je pensais à tout, je pensais à Bretton en faisant fait Mark. J'étais pas dans ce match-là, mais j'aurais aimé ça. Oh wow, t'es fou. Comme arbitre. Oui, Mark contre Bret contre Diesel. Oui.
Hart monte pour sortir, sauf que Diesel, il ramasse le paquet avec un low blow. Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est que après le low blow, ben, Brett tombe les cordes, il tombe les bijoux famille premier sa corde, parce que c'est genre un double low blow. Ouais, exact. Un spot quand même le fun. Après ça, après avoir tombé ça, on a Diesel qui rentre vers la porte. Il réussit à frapper Brett pour se donner un peu d'espace pour sortir. Sauf que malheureusement pour le grand papa cool, dans un spot jamais vu à l'époque, Taker sort d'à travers le ring. Oh, Il oui. amène Diesel avec lui en enfer. Avec la boucane après? Hein? Avec la boucane en bas? Oui, exactement. Fait que là, pendant que Diesel se fait ramener en bas du ring, mais Brett il a réussi pour sortir de la cage puis il a sa ceinture. Fait qu'il y a toujours bon Bret Hart. Là, l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe en dessous du ring pendant que Taker et Diesel sont ensemble en même temps. Ouais. Avec la grosse fumée. Là, on voit Diesel qui sort du ring avec. J'aimais ce touch-là. Là. Il y a genre son pantalon déchiré, puis tu vois son iPad rouge. Là. Ouais, c'est nice. Puis évidemment, Taker sort tranquillement comme les films d'horreur, puis il le regarde, puis là, Diesel est genre, oh fuck. Il a pas peur, il a pas la chienne, comme il est vraiment, vraiment épeuré, parce que c'est Diesel quand même, faut qu'il y ait un peu de tough guy attitude. Là. Mais il sort quand même. Il est genre déstabilisé un peu, puis là, il sort tout de suite du ring, puis de la cage, puis il s'en va dans l'entrée. Il passe par-dessus la cage, hein, je pense. Oui, par-dessus la cage, vraiment. Ouais, là, c'est ça. Il faut pas le temps de niaiser. Il peut vraiment sortir de nulle part d'autre. Il est il y a un trou. Parce que la porte. Ouais, c'est ça. Fait qu'il sort, puis là, le show finit avec Diesel qui se pousse vers la rampe, puis Taker qui monte tout le top de la cage, qui fait signe à Diesel qu'il est le prochain. Méchante belle prise de caméra. Oui, fait que ils vont s'affronter les deux à WrestleMania 12 dans un match qu'on va faire le review, mais avec un match qui était très bon de mémoire. Là. Je vais le rechecker, c'est sûr, parce que, évidemment. Ouais. Mais, tout un visuel. Hein. Ouais. T'avais-tu de quoi rajouter sur le match avant? Non? Ben non, je te dirais juste que le match était correct sans plus. Là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais pas que j'étais déçu du match, parce que dans ma mémoire, je me rappelais pas mal juste du spot de la fin. Là. Ouais. Mais je sais pas, on aurait dit que le combat de cage était flat un peu, à mon avis. Là. Ah, c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment le contraire comme observation. Ah ouais? Puis c'est rare parce que c'est un match de Brett. Puis je vais te dire pourquoi. Puis ça m'est arrivé pendant le match. Je m'attendais à rien. Je savais exactement ça s'en allait où. Ouais. Je me souvenais du spot de Taker qu'on a vu des millions de fois. Mais c'est ça, quand je te dis, il s'accrochait après la corde. Après la cage, excuse. J'ai remarqué que pendant tout le match, ils ont joué énormément sur la grandeur de Diesel. Quand Brett sortait, il n'y avait pas besoin de faire de gros efforts. Puis plus le match avançait, plus que Diesel avait de la difficulté à aller chercher Brett quand il montait. Fait que je trouvais que la psychologie, puis ça, je suis quasiment sûr à 99% que ça vient de Brett. Ouais, sûrement. Ils ont travaillé ça, puis à un moment donné, tu as vu même Diesel qui était essoufflé, puis il jumpait. J'avais jamais vu Diesel jumper autant là, pour aller pogner Brett. Fait que je trouvais que la psychologie avec la grandeur de Diesel a rendu le match intéressant, même si c'était pas le meilleur match. Là. OK. Ouais. Fait que j'ai bien aimé ça, moi. C'est une très bonne observation pour vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais je sais pas. Moi, je trouve que le match, la psychologie était bonne. Ça n'empêche pas que la psychologie est bonne. Je trouvais que c'était flat un peu dans le sens de l'exécution, puis... Ça aurait pu être meilleur, je dis pas que c'était mauvais, là, c'était pas dégueulasse. Là, c'était un bon combat de cage, mais j'ai vu beaucoup mieux. Là. Ouais, exact. Fait que là, évidemment, avec ça, WrestleMania est seté avec les deux gros combats de la soirée. Shawn contre Brett pour la ceinture WWF. Puis dans la sous-carte, évidemment, Diesel contre Taker. Fait que c'est intéressant, surtout que en plus, le match de Brett et Shawn, on sait que c'est un combat marathon. Combat d'une heure. Chose qui n'a pas été annoncée immédiatement après, mais qu'on va en reparler durant notre WrestleMania 12. Ben, il était annoncé le lendemain à Raw. Ah, c'était le lendemain de Any Rose? Le lendemain à Raw, il y avait une promo in ring avec Piper et les deux autres, puis le match a été annoncé comme ça. Puis pourquoi le marathon? Il y avait quelque chose de spécial qui faisait que... Je sais vraiment pas. À mon avis, je pense juste parce qu'il voulait faire de quoi de spécial, puis ils se sont dit que s'il y a deux gars qui peuvent faire un match d'une heure, c'est ces deux-là. Puis, à ce que je me souviens, je pense que c'était l'idée de Pat Patterson qui avait vraiment poussé hard pour ça avec Vince. Là. Pas étonné. Ouais, puis c'est lui, il y a eu beaucoup de... Ben, c'est pas mal, pour faire le match, c'était pas mal lui, Brett, puis Shawn avec un peu de Vince, mais pas tant que ça, mais c'était pas mal les trois qui ont mis leur force ensemble pour faire ce combat-là. Puis, il faut le faire. Mais ceux qui ne le savent pas, Pat Patterson avait énormément d'influence sur Vince McMahon. Puis il faisait une confiance... sur Brett aussi. Là. Ouais, il faisait une confiance aveugle de Vince à Pat Patterson. Il pouvait faire quasiment ce qu'il voulait. Là.
Lui puis Pritchard, c'est vraiment ses deux bras droits, genre vraiment ultimes. Là. Ouais, lui j'aurais mieux pas en parler. Ah, bien-en, là. Fait que c'est ça, là. Fait que In House, c'est terminé. Tu vois, regarde, comme le pay-per-view, d'autres, le review est moins long. Ouais, ben c'est ça. C'est 1h50, fait que le pay-per-view, mais ça passe super bien. J'aime ça, les affaires de 2 heures qui passent vite de même. Ouais. Je vais te laisser faire la note en premier. Ou tu veux-tu. Bon, avant, on va commencer avec les matchs, puis tout le tralala. Tu veux te rouler le vidéo avant? Non, on peut dire, après la note, on peut mettre la vidéo. Ah, les matchs, ouais, c'est vrai, excuse. Ouais, non, je t'ai perdu. Là. Pour le meilleur match de la soirée, ben là, je pense que c'est unanime notre choix, je pense. Je sais pas. Ben là, moi, c'est Sean contre Owen Hart. Moi aussi, ouais. C'est pas ton comique, là. Mais non. Là, je peux pas aller contre ça, c'est impossible. Ouais. Puis en même temps, avec une carte de juste 5 combats, les options sont limitées, mettons. Je pense que le Worst, on va être pareil aussi. Ben, Yoko Bulldog, là. Exact. La seule raison que j'ai mis Bulldog et Yoko à place de Triple H puis l'autre, ben, c'est qu'au moins Triple H il y a un gagnant, au moins. Ben, c'est ça que je voulais dire pour le pay-per-view, là, puis qu'on s'en va avec nos notes, c'est que je t'avais dit en message, c'est qu'il y a beaucoup de patterns où le match finit pas, il y a une intervention, il y a quelque chose à la fin, coupé court en plein milieu. Quasiment dans tous tes matchs, il y a une intervention, un DQ, ou ben le match finit pas. Il y a quasiment, à part je pense Sean Owen, mais même là encore, Cornette est là, mais c'est quasiment le match le plus clean. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a gossé énormément parce que c'est comme si, c'est WrestleMania le prochain, fait que celui-là, on peut juste filer des storylines. Les storylines étaient très bien filées, là, ça avançait beaucoup, mais je sais pas, il me semble que j'aurais fait peut-être différent. C'était trop de trucs pareils dans le pay-per-view. Les fins surtout. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de run-in puis de finish comme ça, mais en même temps, c'est de BF aussi qu'on regarde, là. C'est pas comme s'il avait jamais fait ça avant, puis quand la soeur, ils font juste ça. Fait que... Ils font que ça, ouais, ça n'a pas changé. Ouais. Pour la note maintenant, je vais débuter, je vais te laisser terminer. Ouais, vas-y, parce que j'ai encore un indécis. Oh, ok. Moi aussi, j'étais indécis vers la fin, là. Mais je vais donner à In House 6 Rage in a Cage la note de 7.5 sur 10. Tu trouves ça élevé, j'imagine? Ah non, j'ai rien dit. Ok, parfait. Je sais pas, ton visage avait l'air en dire. Je trouve ça intéressant parce que j'allais donner la note de 8. J'ai hésité longtemps moi aussi à 8 puis 7. Mais à cause des finishes, puis à cause que c'était des bons matchs, mais il manquait un petit step. Fait que j'ai donné 7.5 moi aussi. Ouais, parce que en bout de ligne, ça reste un New House aussi. Là. Ouais, mais pour vrai, Chris, c'est un excellent show à regarder. En tout cas, peut-être la nostalgie fait beaucoup de choses aussi. Là. Ouais. Le décor, les tunes. Le match d'Owen contre Sean est excellent. Le match de Brett et Diesel dans le combat de cage, il est bon. Il n'est pas écœurant, mais c'est un bon match. Même le premier combat, Razor et Kid ont fait un bon match aussi. Là. Ouais, puis moi, les deux autres, ils étaient juste là comme filler, mais c'est normal aussi. C'est pas tous des matchs qui vont être WrestleMania caliber non plus dans tes shows, surtout les Inner House, comme j'ai dit tantôt. Ben, le pire, c'est que si le combat Yoko-Bulldog avait été un match un peu comme Dumpster Triple H, je pense qu'on aurait pu aller chercher le 8. Ouais, peut-être. Ou moi, s'il y aurait eu un finish pour Yoko et Bulldog, là, genre un gagnant, là, je l'aurais peut-être mis 8 pour eux. Peut-être, oui, exact. Well, fait que c'est ça. Fait que Inner House 6, je vous suggère de le regarder. Pour vrai, là, ça se regarde bien, surtout que c'est pas long. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis, évidemment, maintenant, pour ceux qui sont sur YouTube, surtout, vous allez voir une vidéo que j'ai concoctée moi-même, avec un peu des diapositives, si on veut. Ouais, exact. Avec le show, avec une petite musique. Fait que ceux qui vont être sur, malheureusement, les Balado Québec, Spotify et Apple Podcast, qu'on vous remercie d'ailleurs. Ouais, mais je le mettrai pas la musique, je vais le couper pour eux autres. Ah, ok, tu le mettras pour eux autres direct. Okay, non, je vais le couper. Un musical, mais sinon. Non, je vais leur laisser juste l'audio, puis ça va être seulement pour les gens YouTube. Parfait, fait que l'exclusivité YouTube. Fait que Marc, es-tu prête? Je suis prête, on roule ça! Parfait!
Excellent! Wow! Ouais. Je suis content de ma shot. En image, c'est excellent! Oui, fait que, évidemment, on s'excuse s'il arrive de quoi par après, puis vous le voyez pas, puis on fait la promotion du vidéo, puis vous le voyez pas finalement. Bon, on va s'arranger que ça marche. Exactement. Oui, fait que, Et là, Marc, maintenant, on est prêt pour Entre deux collections. c'est l'heure! Oh, c'est l'heure de montrer nos collections, nos bébelles de la semaine. Exactement. Puis moi, j'ai un doublé. Fait que si tu veux, je vais commencer. Vas-y, j'ai un doublé moi aussi. Parfait. Fait qu'on vient d'avoir un Heroes avec un combat de cage dans le main event. Oh! Fait que pour cette semaine, en deux collections, j'ai un magazine qui s'appelle Caged, Don't Be Locked Out. Oh. Même leurs livres, ils ont des sous-titres. Ouais. En fond, c'est sur les Greatest Steel Cage Matches in World Wrestling Federation History. Et je vous présente la couverture. Oh. Avec évidemment le match Owen contre Brett à SummerSlam 94. Le meilleur cage match de tous les temps. Oui, regarde, check ça, le beau. Wow! Et dans le livre, évidemment, ben, c'est genre un top, je pense que c'est un top 10, je crois. Si je ne me trompe pas. Non, sorti en quelle année, top ça? 5 des meilleurs combats de cage de l'histoire. Il est sorti en quelle année ton magazine? Ça, je te dirais que c'est 95 à peu près. Oh, ok, ouais. Voyez-vous ici? Sean contre Marty. Alors, C'est vrai, il y a je eu vais ça. vous montrer, je vais vous dire le top 5 d'après WBF, ce magazine-là à l'époque qui était sorti. Why not? Et en 5e position, on a de WrestleMania 2, King Kong Bundy contre Hulk Hogan, que voici. Mm-hmm. Et en 4e position, on a Ultimate Warrior contre Rick Rude à SummerSlam 90, je crois. Oui, 90 exactement. Ouais. Que voici. En 3e position, et boy, je ne mouille pas des culottes tout de suite. Un combat de cage en équipe avec Money Inc. et les Steiner Brothers. Wow! De 93, je savais que c'était pour t'apprécier. J'ai pas vu ce match-là, faut que je check ça. Numéro 2, là, j'ai mentionné un peu tantôt, Sean contre Marty. Mm-hmm. Et évidemment, le numéro 1, on ne se le cachera pas. On est d'accord avec le choix aussi, surtout en 96 quand ils ont fait le livre. Là. Brett contre Owen dans la cage. Je suis encore d'accord en 2022. Oui. Et évidemment, qui dit magazine dit. Des fois, on check un magazine, puis. Bon, je n'ai pas le temps de lire au complet, mais. On va mettre de quoi pour savoir quelle page je suis rendu. Alors voilà, ma deuxième partie du Entre deux collections. C'est une belle collection de signets. Oh. Je vais les montrer. Mr. Perfect, Undertaker. Doink the Clown, le Bad Guy Razor Ramon. Et pour terminer, le meilleur de la collection, le Narcissus Lex Luger. Et oui, je vais être exprès de le mettre en dernier, juste pour toi, mon chou. Alors voilà, le magazine Cage. Et pour savoir à quelle page on est rendu, les signets. À toi, Marc. Avant d'y aller avec mon morceau de collection, je précise que ce segment est présenté par la CWC et LWA Wrestling Auction on Facebook. La place où TJ a fait avoir un Lex Luger et que moi j'ai fait avoir un Razor Ramon. Mais ça n'a pas été le cas. D'accord. The buck stops here. Je savais pas quel j'avais présenté. Si j'en avais déjà présenté un, j'étais allé avec un double duty. Puis je suis resté un peu dans la thématique de In Your House avec mon bon chum Hunter Hearst Hemsley. Oh. Deux vieilles figurines. Là, je sais pas ça. Ouais, on les voit mieux comme ça. Ouais. Fait que celle à droite, qui est à gauche de mon écran sur le show, c'est Hunter Hearst Hemsley. C'est Superstar 6. Okay. Il y avait entre autres Mark Merrill que j'ai aussi. L'autre, Triple H, Jeff Jarrett, qui avait? Il y avait Owen Hart et Steve Blackman. C'était des duo packs, quoi? Ah non, c'est juste non, c'est Superstar 6, ça. Fait que c'était, c'est Jack Pacific. Et l'autre, c'est un Benden, je pense? Ouais, ça, j'avais jamais... j'ai jamais vu ces bonhommes-là, je pense. C'est pas la meilleure collection qu'ils ont sortie, là. C'est pas vrai, j'en ai eu. Je viens de checker en arrière, puis j'en avais une coupe, finalement. C'est pas la meilleure collection qu'ils ont faite, là. Triple H mock. Fait que, évidemment, j'ai commencé récemment à accumuler les Triple H. C'est drôle que tu dis Triple H mock, c'est juste ça qu'il faisait se moquer des autres. Lui.
Fait que 2 beaux Triple H à son meilleur, malgré qu'il a toujours été à son meilleur parce que c'est le meilleur. D'accord. Toi, ton opinion, tu as le droit. Non, je le crois pas quand je dis que c'est le meilleur. J'en ai d'autres meilleurs que lui. Oui. Dont IRS. OK. Pas vrai, c'est une joke, ça. Pouce mais pouce égal, comme tu dirais là. Pouce mais pouce égal. Il ne pense plus à rien. Fait que c'est ça. C'est ça. Le podcast est terminé, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous rappelle notre prochain rendez-vous, qui est la semaine prochaine, si Dieu le veut, sur YouTube. Et sinon, ça va être sur quelque part d'autre. Oh, et on fait, en fond, on l'a fait sur Twitch le couple de semaines, un watch-along du premier Raw et du premier Nitro. Et ensuite, on a comparé les deux. Et ça fait un Raw Nitro. Mais ouais, non, fait c'est ça. Fait qu'on va mettre ça soit sur YouTube, sur un autre modem, un autre mode de vidéo. Ouais. Mais on va vous avoir ça. Sinon, ça va être évidemment en audio sur Apple Podcast, Spotify, Balado Québec. Puis, Marc, je te laisse présenter les commanditaires de l'émission. Commanditaires de l'émission, oui. On a Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999, en vente partout dans les bons. J'ai toujours le goût de dire bons disquaires, mais les bons dépanneurs, épiceries, etc. Et Table Rustique, tablerustique.ca. Allez les voir, des tables, des bibliothèques, des tables de chevet faites à la main en bois rustique. Donc, tablerustique.ca. Puis, j'en profite aussi de venir nous voir sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et Twitch. TikTok, c'est vrai. Oui. TikTok, on a sorti notre première vidéo de moi en Ric Flair. Il est sublime. Sublime, ouais, c'est ça. Puis, la semaine prochaine, il y a en fait, ouais, c'est ça, il va y avoir une autre vidéo de TJ qui fait d'autres niaiseries. Fait que de temps en temps, on va en mettre, on ne sera pas des réguliers comme les jeunes d'aujourd'hui, là, parce qu'on a quand même d'autres choses à faire. On n'a pas 50 000 non plus. Non, c'est ça, c'est juste pour divertir, puis parce qu'on a du fun. Puis avant de te passer à POC, TJ, j'aimerais encore une fois remercier et féliciter tous les gagnants des prix Québec de l'année, puis à Pat Laprade qui nous a fait confiance pour venir au podcast. Puis comme il y a quelque chose d'un petit peu plus gros qui s'en vient pour ça, fait que restez à l'affût, puis vous allez avoir des belles choses en 2022. Oui, et parlant de belles choses aussi, n'oubliez pas, à travers la table, les mercredis soirs sur YouTube aussi. Et évidemment, on est disponible partout, comme Marc a dit, là, puis on a hâte des prochaines semaines, des prochains mois, là, on réserve beaucoup de surprises pour vous, chers auditeurs. Oui, puis je peux te dire tout de suite, le prochain travail à la table, ça va être notre preview de Elimination Chamber. D'accord, parfait. Puis après ça, des invités. J'ai bien hâte de voir ça. Fait qu'en attendant, merci beaucoup, Marc. Yes, sir, merci TJ. Ça fait plaisir. Fait qu'évidemment, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, peu importe le temps que vous écoutez le podcast. Et j'ai juste une chose à dire pour terminer le podcast de belle façon. Allez, bah!